J'étais allé avec une délégation proche des LR à l'époque en Russie faire un voyage. Nous avions été frappés par la haine, ça nous avait blessés. D'ailleurs, on avait senti une haine une haine politique, hein, pas envers le peuple, mais envers l'Occident. À partir de 2012-2013, la rupture est consommée entre l'Occident et la Russie. En ce qui concerne le déclin économique, la Russie a lancé, il y a quelques semaines ou quelques mois, un avion de ligne qui va concurrencer Boeing et l'industrie européenne et américaine, le SJ-100, doté d'un moteur PD-8. Et la spécificité de cet avion, parce que j'entends tout de suite ceux qui vont dire oui, c'est un truc chinois, c'est un avion russe, c'est le retour de l'avionique russe. À cause ou grâce aux sanctions, la Russie maintenant, tant au niveau militaire, on peut regarder sur Internet, il y a aussi des nouveaux superjets et d'autres avions de combat russes qui sont lancés avec des moteurs novateurs qui n'ont plus besoin de technologie occidentale. Mais le SJ-100 équipé du moteur PD-8 aujourd'hui est un avion de ligne qui n'a aucun composant occidental. Il n'a plus du tout besoin des pièces détachées occidentales. Pour les matières premières, la Russie a tout ce qu'il faut. C'est même elle qui vend toujours du titane ou du palladium aux Américains. D'ailleurs, ce genre de matières premières ou de métaux précieux n'ont pas été inclus dans les sanctions parce qu'on en a trop besoin. C'était pareil pour l'aluminium russe ou chinois. Et donc, en ce qui concerne le déclin économique, j'ai fait un voyage il y a un an. Nous sommes en 2025, c'était un peu moins d'un an. Fin juin 2024, j'ai été voir la chambre de commerce franco-russe de Moscou. Donc j'ai été voir des Français, je le dis bien. Je n'étais pas invité par le gouvernement russe. Et j'ai été voir aussi un club de patrons pour faire une conférence devant des patrons francophones, qui sont des Français installés en Russie, qui sont très nombreux. Déjà, j'ai été surpris, sur 1000 membres de la chambre de commerce franco-russe, il en reste 980. Avant les sanctions, 1000. Après les sanctions, 980. Donc, ce que voient les gens là-bas n'est pas ce que l'on voit ici. Et j'ai vu des Français qui ne servent pas la soupe au régime. C'est des gens qui sont venus bien avant la guerre, qui n'ont jamais été idéologisés, qui ne sont pas... c'est des patrons qui vendent toutes sortes de choses. Certains ont des magasins, certains de grande distribution, magasins de luxe, produits de luxe. Certains même travaillent pour des boîtes américaines, qui continuent d'ailleurs à exporter, à importer, via toutes sortes de subterfuges, etc. J'ai visité aussi des lieux où il y a une nouvelle agriculture, où il y a de l'élevage, production de tous les fromages italiens, tous les fromages français répliqués. Aussi bon d'ailleurs, j'étais étonné, j'en avais presque mal au ventre, on est resté des heures à déguster dans une énorme coopérative tous les fromages qui n'ont plus besoin d'importer puisqu'il y a des sanctions, donc ils les fabriquent eux-mêmes. La filière bovine, ça a été dit très souvent, a été relancée. La filière porcine, les sanctions ayant ruiné beaucoup d'agriculteurs bretons, a été relancée aussi. On pourrait parler des céréales, des grandes quantités de fermiers blancs persécutés en Afrique australe et en Afrique du Sud et dans des pays voisins ont été rapatriés en Russie depuis des années, surtout après les sanctions de 2014. En 10 ans, la Russie est passée de importateur de céréales à numéro 1 ou 2. C'est quand même assez impressionnant. Je dis pas ça pour dire bravo, ils sont gentils, ils sont très bien, pas du tout. Je dis juste que nos sanctions nous ont donné l'impression qu'on avait ruiné les Russes. Notre narratif, c'est de dire ils sont en déclin économique parce qu'ils ont 30% de taux d'intérêt, 9, 10 ou 15% d'inflation. Ils vont être ruinés, ils sont à genoux, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de pièces détachées, ils n'ont plus de puces, c'est faux. Dans mon dernier livre, déjà, j'avais mentionné les 2 sociétés russes qui fabriquent des puces, certes, 25, 30 nanos. L'idéal aujourd'hui, c'est d'être dans les 6, 7 nanos pour être très performant. Et comme Taïwan, TSMC, encore moins, aller vers 3, etc. Les Russes n'en sont pas là, mais ils ont la capacité de faire des puces qu'on faisait il y a 15 ans et d'être autonomes. C'est déjà énorme pour leurs chars à la russe, qui sont un peu plus rustiques que les nôtres, mais très performants, ça suffit. C'est pas vrai qu'ils pillent des machines à laver. Ils ont soit les puces qu'ils fabriquent, soit pour avoir des puces de résolution
nanomètre inférieur, ils ont les Chinois qui leur fournissent tout ce qu'il faut, et bien d'autres partenaires. J'ai remarqué aussi que s'il y a une grande inflation, soi-disant déclin économique, on a aussi une augmentation des salaires qui est supérieure au taux d'inflation. C'est-à-dire, s'il y a une inflation de 9%, on a des salaires qui augmentent à 14%. Alors, en même temps, ça fait une surchauffe. Les Russes ont un problème de surchauffe parce que j'ai parlé du moteur, de l'avionique. On peut parler aussi des industries automobiles. Alors, on me dira, oui, c'est des voitures chinoises, mais ils produisent en Russie des voitures chinoises dans le cadre de joint venture. C'est pas plus humiliant que lorsqu'ils coproduisaient des voitures françaises ou allemandes en joint venture. C'est la même chose, sauf que c'est plus nos entreprises qui se gavent. Et c'était un marché extrêmement important. Il y a beaucoup de riches Russes. Aujourd'hui, Moscou est une des villes, si ce n'est la ville où il y a le plus de milliardaires au monde. On parle toujours du Russe pauvre dans ses campagnes, mais à Moscou, à Saint-Pétersbourg, surtout à Moscou, 25 millions de personnes, il y a un marché énorme pour le luxe, pour les hauts de gamme, que ça soit produits de luxe, sac à main, parfum, que ça soit voiture. Et ça, on oublie qu'on a énormément perdu, mais surtout, ils ont gardé leur capacité à consommer. Les salaires augmentent plus vite que l'inflation. Le véritable problème qui n'est pas vraiment un déclin, qui est un problème de surchauffe, parce qu'en même temps, une partie de l'économie est consacrée à la défense et à l'effort de guerre. Quand j'entendais l'autre jour un soi-disant expert qui nous disait 30% du PIB russe est consacré à l'effort de guerre. C'est honteux que dans une émission sérieuse du soir sur LCI, on puisse dire des sornettes pareilles, et j'ai entendu la même chose sur BFM et partout ailleurs. C'est pas 30% du PIB qui est consacré, donc produit intérieur brut, qui lui-même est sous-évalué, parce qu'en fait, le vrai PIB russe, on devrait le calculer comme Bloomberg ou le FMI, en parité de pouvoir d'achat. En parité de pouvoir d'achat, la Russie est à peu près à 5 000 milliards de dollars, alors que on la classe à 2 000 milliards, même pas, moins que la France. En fait, elle est 4e ou 5e mondiale en PIB, la Russie, en parité de pouvoir d'achat, qui est beaucoup plus juste. Et c'est pas un délire ou un narratif pro-russe. C'est le FMI qui aujourd'hui fait 2 classements en nominal, dollar américain, ou adapté selon ce que l'on peut faire dans tel pays avec le même euro ou le même dollar, parité de pouvoir d'achat. Donc c'est très sérieux la parité de pouvoir d'achat. En parité de pouvoir d'achat, l'Inde est 3e. Elle est devant l'Angleterre, devant l'Allemagne. Donc c'est très important de comprendre ça. Je reviens à mon propos. 30% ou 40%, j'ai même entendu, du PIB consacré à la guerre en Ukraine, c'est absolument faux. C'est 30%, peut-être 35% du budget russe. Mais le budget, c'est pas le PIB. Le PIB, c'est beaucoup plus que le budget. N'importe quel étudiant en économie le sait. Donc, quand on mélange les 30% du budget consacré et les 30% du PIB, c'est déjà une énorme désinformation. Je ne dis pas que l'économie n'est pas en partie portée par l'armée, par l'industrie. Alors, on nous dit aussi dans certaines émissions, toute l'industrie civile n'est là que pour faire tourner les usines russes d'armement. C'est faux. Il y a un boom économique aujourd'hui en Russie qui entraîne une surchauffe, qui a entraîné une augmentation énorme des taux d'intérêt pour éviter la surchauffe, et aussi plein de mesures pour essayer de juguler l'inflation. Je reviens de Turquie pour vous donner l'exemple. Turquie, qu'on n'accable pas autant, sont à peu près à 80% d'inflation. Mais on n'arrête pas de dire la Russie est complètement en déclin économique, elle est à 10%. Vous voyez le deux poids, deux mesures dans la façon de juger, d'accabler. On veut se faire plaisir, et j'allais dire, même un pro-ukrainien très très anti-russe, occidental, ne devrait pas faire cela. Quand vous dévaluez l'autre, quand vous le sous-estimez, quand vous le prenez pour un clochard, un ringard, un abruti, un nul, quelqu'un qui est en déclin total, l'économie est en train de s'écrouler, ils savent rien produire, finalement, faut pas trop aider les Ukrainiens. Parce que c'est pas un si gros morceau que ça. Sous-estimer la Russie depuis 2022, le colonel Jacques Beau l'a souvent dit, il a tout à fait raison, a été une erreur absolument stratégique de l'Occident, à croire que c'était fait exprès pour ne pas vraiment aider les Ukrainiens à la hauteur de ce qu'ils auraient nécessité, parce que pour faire gagner les Ukrainiens, fallait donner beaucoup plus de technologie et beaucoup plus d'armes lourdes et beaucoup plus de munitions.
La Russie produit elle-même plus de munitions que tous les pays occidentaux, Amérique incluse, réunis. Aujourd'hui, les Ukrainiens fabriquent plus de munitions eux-mêmes que ce qu'on leur donne. Donc, vous voyez, le mythe de on porte les Ukrainiens pour aller vers la victoire, c'est absolument faux. On les a aidés beaucoup. Ça a coûté très cher. Beaucoup d'argent a été détourné, mais beaucoup moins que ce qu'ils auraient pu avoir besoin pour gagner. Je reviens à l'économie russe. Elle se développe dans tous les secteurs. L'économie russe est beaucoup, je dis pas qu'elle est beaucoup diversifiée, mais elle est beaucoup plus diversifiée qu'avant. Or, quelle était la faiblesse de la Russie avant la guerre en Ukraine et surtout avant 2014, parce que les sanctions ont commencé après 2014, la grande faiblesse de l'économie russe, c'était le manque de diversification, ce qu'on appelle la malédiction du pétrole ou de l'énergie. Le pays rentier, un peu comme l'Algérie, le meilleur exemple aujourd'hui, qui, elle, ne se diversifie absolument pas, parce qu'en Russie, il y a du tourisme, en Russie, il y a du privé, il y a des initiatives privées, il y a beaucoup de petits, de gros, de moyens entrepreneurs. C'est quand même une économie libérale oligarchique, mais libérale, de moins en moins oligarchique et assez libérale. La flat tax en Russie, ça va faire rêver plein de gens ici qui sont tentés par Dubaï ou ailleurs. La flat tax est passée de 13%, c'est-à-dire en tout, vous payez au maximum tous les impôts réunis, 13%, elle est passée à 22% pour les entrepreneurs français que j'ai vus qui se plaignaient, qui disaient quand même on va passer de 13 à 20% pour contribuer à l'effort de guerre. Donc vous voyez bien que la Russie trouve aussi des moyens pour financer cette guerre et pas uniquement la dette. La dette, elle est beaucoup moins endettée que nous. On est à 110%, l'Italie à 135%, la Grèce à 140%, la Russie n'est même pas à 20%. Donc vous voyez, le déclin économique russe, j'aimerais faire plaisir aux pro-ukrainiens ou aux atlantistes invétérés ou aux anti-russes qui rêvent de la destruction, l'écroulement du régime poutinien et de la Russie. Malheureusement, pour ceux qui ont ce genre de rêve, parce que le rêve n'est pas toujours la réalité, c'est que la réalité est différente. Il y a une surchauffe, mais il y a des secteurs agricoles, industriels, aéronautiques, je dis bien aéronautique, civil, pas que le militaire, textile, production de toutes sortes, en plus des matières premières qui sont le gros, qui sont matières premières plus métaux, plus pétrole, plus gaz, à la fois oléoduc et par bateau. C'est sûr que c'est important, ce qui est économie primaire, mais le tertiaire est très important aussi, se développe aussi, le secondaire aussi. Les trois grands secteurs se développent en Russie. C'est une économie qui est en surchauffe et il n'y a pas assez de main-d'œuvre. Pas uniquement parce qu'il y a des soldats qui sont partis en Ukraine, mais parce que tous les secteurs, tous les pans civils et militaires, industriels, services, agricoles, élevage, tous les domaines se développent. Parce que la Russie a compris qu'elle ne pouvait pas tout importer. Alors, elle a augmenté beaucoup d'importations pour les choses qu'elle ne fabrique toujours pas et pour beaucoup de matériaux qu'elle n'a plus le droit d'importer directement. C'est pas forcément les choses de grande nécessité. Les produits de luxe, les marques de luxe, par exemple, beaucoup sont restés. D'ailleurs, moi, j'ai vu plein de marques italiennes dont les devantures étaient allumées. Il n'y avait même pas un ajustement juridique. Mais beaucoup de marques sont restées avec des ajustements juridiques. Par exemple, j'ai rencontré un Français, je ne peux pas dire la marque, mais qui vend une marque américaine très, très, très connue. Sur la devanture dans le mall où il exerce, où il a plusieurs magasins, il m'a dit, sur la devanture, c'est écrit un nom russe qui veut dire quelque chose d'autre. Et quand vous êtes à l'intérieur du magasin, on vend une marque américaine très connue. Pareil pour des marques européennes, suisses, allemandes, françaises. Alors il y a tous ceux qui sont restés, qui n'ont pas été sanctionnés, hein, parce qu'en fait c'est pas vrai, les entrepreneurs n'ont pas été obligés par Macron, par l'État de partir, c'est pas vrai. Il y a ce que l'on disait en public pour avoir l'air churchillien. Dans la vérité, j'ai appris par des gens des milieux consulaires que la Macronie ne disait pas forcément à tout le monde de partir. Il y a ce qui est bien de dire, puis il y a la réalité. Donc, beaucoup d'entrepreneurs français sont restés là-bas, italiens. Bon, alors là, italiens sans scrupules, encore plus clairement que les Français. Mais ceux qui n'avaient pas le droit de rester ont fait des ajustements juridiques, c'est-à-dire que on met un nom juridique différent pour la société. La devanture, par exemple, Levi's, il n'y a plus Levi's écrit Levi's. Il y a les mêmes couleurs, on retrouve le rouge et le blanc, avec un autre terme. Et à l'intérieur, on vend du Levi's. Ça arrive par l'Arménie ou par l'Azerbaïdjan, etc., ou par la Turquie. J'étais en Turquie récemment, j'ai vu beaucoup d'endroits où c'était écrit en russe.
il y a toujours plein de Russes en Turquie, malgré les sanctions secondaires qui empêchent les pays proches de l'Occident d'aider la Russie, etc. La Turquie continue à participer à des détournements de sanctions, même si elle ne fait plus de transferts directs, parce que les banques turques sont exposées sur le marché américain ou le marché en dollars, et les lois extraterritoriales fonctionnent quand vous êtes exposé à des instruments occidentaux. Par contre, les banques kazakhs, les banques turkmènes, ouzbèques ou chinoises qui ne sont pas exposés au dollar ou au système de paiement, qui n'utilisent pas le dollar ou des systèmes de paiement occidentaux, ceux-là qui sont autonomes, qui sont dans leur aire géographique, n'ont aucun problème à continuer à permettre aux Russes de faire des paiements, des transferts. Donc pour résumer, dans ce voyage, je n'ai pas eu l'impression d'un déclin économique, j'ai eu l'impression au contraire d'une énorme activité où les gens restent au chômage 2 jours, s'ils ont envie de travailler, ils retrouvent en 2 jours du boulot, dans beaucoup de domaines différents. À ce que j'ai entendu, il n'y a pas du tout de chômage. Celui qui travaille pas en Russie, il fait exprès. Il y a du boulot pour tout le monde. Il y a un développement. Il y a même un système de sécurité sociale assez impressionnant à Moscou, 24/24, où vous pouvez être opéré, où vous pouvez voir un gastrologue ou un oncologue à 3 heures du matin. Je voulais pas y croire. J'ai demandé à plusieurs interlocuteurs français, mais je leur ai dit c'est un truc de riche auquel non, c'est la sécurité normale sociale des moscovites. Donc si vous voulez, j'ai pas eu l'impression d'un pays en train de se tiers-mondiser. J'ai vu les entreprises les magasins achalandés avec toutes sortes d'ordinateurs, les derniers iPhones. Il n'y a aucune pénurie. Le prix est légèrement plus élevé, mais pas beaucoup plus. Déjà, Moscou est une ville très chère. Voilà, pour résumer, je n'ai pas vu de déclin. Enfin, le déclin démographique existe, mais pas plus qu'en Europe. Je dirais même, grâce aux mesures prises par Vladimir Poutine depuis 2008 et surtout depuis 2012, il y a plutôt un léger petit rebond qui ne s'est pas encore traduit dans la courbe démographique, mais le problème est traité alors qu'en Europe de l'Ouest, il y a le tabou de la famille. Vous savez, parler de la famille en Europe de l'Ouest, c'est déjà fascisant. Je me rappelle qu'en Balladur, qu'on appelait Balamou, qui n'était pas du tout quand même un super dur facho, quand Balladur, qui était quand même un chrétien pratiquant, qui avait le souci de la famille, avait voulu parler du combat pour la famille, on lui avait rappelé que Mussolini parlait de la bataille de la famille. Si vous voulez, dans l'Europe de l'Ouest, aucune mesure n'est faite pour les crèches pour les parents. C'est un problème énorme dont personne ne parle dans les campagnes. Vous verrez jamais un homme politique dans l'Europe de l'Ouest mettre dans la campagne, marteler plus de crèches. Par contre, plus de mesures pour les minorités sexuelles ou ethniques, etc. Mais jamais plus de crèches. On voit bien qu'en Europe de l'Ouest, le problème est aussi grave qu'en Russie, 1,2, 1,3. Ça, c'est la Grèce, l'Espagne, l'Italie, certains pays du Nord. Il y a que la France qui est à 1,8 grâce à l'immigration de peuplement et à la naturalisation massive grâce au droit du sang. On fait passer dans les statistiques que les Français se comportent mieux démographiquement. En vérité, les sous-chiens, comme disent une influenceuse très radicale, anti-française, mais je reprends son expression, même si ça va choquer certains. Pourquoi ? Parce que pour montrer qu'ils sont mal vus, mais ces gens de souche qui existent, la preuve, leurs ennemis les qualifient sous-chiens, ces gens de souche ne font pas plus d'enfants que les Russes de souche. En fait, le petit bonus français ou belge est lié à l'immigration. Bref, au niveau du déclin démographique, ce n'est pas pire en Russie. L'avortement est massif en Russie. C'est 800 000 personnes qui disparaissent chaque année par l'avortement. Mais ramené à la proportion, il y a des pays d'Europe de l'Ouest qui avortent encore plus longtemps, plus de mois après la fécondation. Donc, je pense pas qu'il y a une grande différence. On peut pas acclamer la Russie sur quelque chose qui n'est même pas traité, qui est aussi grave chez nous. Le déclin moral, on en parle beaucoup, mais alors que l'Europe de l'Ouest n'a plus de valeurs fondamentales, identitaires ou religieuses, ce que le pape Jean-Paul II appelait l'apostasie, qui avait été repris par Ratzinger, le pape François, Bergoglio s'en fichait un peu de l'apostasie, mais les papes précédents avaient dénoncé l'apostasie européenne. En Russie, justement, au niveau moral, il y a un souci de redonner une identité religieuse ou une religion d'État, même si la Russie accepte 3 ou 4 grandes religions comme étant nationales, dont bien sûr le bouddhisme, dont bien sûr l'islam et le judaïsme. Il y a quand même cette orthodoxie d'État qui redonne un socle moral à un peuple qui a été désarçonné par le fait qu'il a perdu son socle idéologique soviétique.
Je ne pense pas qu'on puisse dire que la Russie soit plus mal en point que l'Europe de l'Ouest qui est en train de se tiers-mondiser, qui est dans une dette absolument ingérable, dans une spirale de l'assistanat, le non-effort, tout le monde bachelier, donc finalement personne ne veut travailler parce que tout le monde veut être bachelier et il n'y a pas assez de jobs pour des gens moyennement formés dans des universités moyennes. On a un énorme problème de dévalorisation du travail manuel en Europe de l'Ouest qui explique en partie le chômage puisque tout le monde, même ceux qui sont pas des vrais intellos, veulent faire des boulots d'intellos. Du coup, on a plein de gens, quand ils sont formés dans les facs moyennes, s'ils ne sont pas issus des écoles d'élite, ils resteront sur le carreau avec des jobs moins payés que celui qui fait un job manuel. Tous ces problèmes-là, je pense pas que la Russie les ait aujourd'hui. Et donc, on se fait plaisir en parlant du déclin russe. Alors, on peut dire qu'il y a un déclin moral si on pense que le déclin moral, c'est cette spirale du nationalisme belliciste. C'est sûr que pour faire une guerre comme la Russie le fait, avec tant d'acceptation de pertes, ça s'est pas fait d'un coup. Il a fallu préparer les consciences. Et c'est vrai que au niveau moral, au niveau psychologique et idéologique, il y a une militarisation de l'esprit des jeunes. Il y a un patriotisme assez belliciste qui est inculqué depuis tout jeune, depuis déjà 2012. 2012, c'était le moment fracture quand l'Europe et l'Occident ont essayé de fomenter une révolution blanche qu'on appelait la révolution des neiges, comme une révolution de velours en Russie. Le pouvoir russe a senti que après l'Ukraine, ce serait après la première révolution orange en Ukraine et d'autres, ce serait la Russie la prochaine cible. Et c'est là qu'il y a eu une bifurcation de cette Russie qui croyait encore être partenaire de l'Europe, donc qui retenait ses instincts impériaux et irrédentistes. Et après 2012, elle s'est dit, cette Europe et cet Occident ne nous vous feront aucun cadeau. Ils veulent carrément la chute de notre régime. Ils veulent occidentaliser la Russie. C'est ce qui s'est passé 2 ans plus tard ensuite avec la révolution numéro 2 en Ukraine avec le Maïdan. Et à partir de 2012, on peut dire c'est vraiment la fracture. La Russie Medvedev et poutinienne durcit toutes les lois, fait de l'anti-occidentalisme. J'étais allé avec une délégation proche des LR à l'époque en Russie faire un voyage. Nous avions été frappés par la haine, ça nous avait blessés. D'ailleurs, on avait senti une haine une haine politique, pas envers le peuple, mais envers l'Occident. À partir de 2012-2013, la rupture est consommée entre l'Occident et la Russie. Et voilà, si on parle de déclin dans ce sens, je dirais plutôt qu'un déclin russe, une énorme rupture avec l'Occident, qui, comme l'avait annoncé Kissinger, mais aussi George Kennan, le concepteur de la fameuse doctrine du containment sous la guerre froide, qu'on ne peut pas accuser d'être pro-russe, il avait dit à la fin de sa vie, comme Kissinger il n'y a pas très longtemps, qui est mort il n'y a pas très longtemps, les 2 plus grands stratèges de la guerre froide côté américain ont dit à la fin de leur vie, l'un en 97, l'autre en 2021, si nous faisons tout pour renverser le pouvoir russe ou encercler la Russie et lui faire perdre des pans de son jardin ou de son étranger proche, comme l'Ukraine ou la Biélorussie ou la Géorgie ou la Moldavie, etc., ça va réveiller en Russie les tendances les plus radicales et ça va lâcher le djinn qui avait été enfermé dans une bouteille, le mauvais esprit impérial, conquérant, qui veut réunir les Russes des différents pays dans une sorte d'empire russe. Ça va réveiller cette tendance-là, alors qu'elle était mise dans un bocal, parce que justement, les Russes n'y avaient pas intérêt tant qu'il y avait des accords et du gaz et du business avec l'Occident. La Russie retenait ces tendances les plus radicales, les fameuses tendances eurasiennes de Douguine et compagnie. C'est intéressant de constater qu'effectivement, les stratèges qui ont averti du danger d'une Russie qui serait accablée et qui réveillerait ses mauvais démons, parce que dans un pouvoir, il y a toujours... Alors, on va me répondre, il est naïf, ça veut dire bien que les Russes préparaient leur coup. Non, dans un pouvoir, il y a souvent plusieurs tendances du pouvoir. C'est la polyarchie, est très étudiée dans la science politique américaine, et il y a une tendance qui est étouffée par une autre. Par exemple, la tendance eurasiste de Douguine était absolument étouffée. Poutine n'a jamais voulu rencontrer Alexandre Douguine, le théoricien très très radical de l'anti-occidentalisme eurasiste. Mais une fois qu'on n'a plus rien à perdre et que l'ennemi s'est révélé comme tel et qu'on n'a plus rien à gagner avec l'Occident, les anti-occidentaux reviennent en force. C'est pas qu'ils ont influencé Poutine, c'est que Poutine lui-même dit « Moi, je vais jouer plutôt avec mon aile radicale parce que mon aile modérée, elle veut donner la part belle à celui qui est en train de damer mon pion. » Donc c'est des logiques de pouvoir interne liées à ce qui se passe au niveau externe. Et effectivement, j'ai cité 2 stratèges de la guerre froide, Kissinger, Henry Kissinger, qui est mort
il n'y a pas très longtemps, et qui jusqu'au début de la guerre en Ukraine avait dit « Attention, nous avons été l'une des raisons de la guerre en Ukraine » par le fait d'avoir encerclé la Russie. J'ai cité George Kennan, le concepteur du containment, l'endiguement de la Russie pendant la guerre froide, qui a dit les mêmes choses. Mais encore plus surprenant, le grand géopolitologue, qui fait partie des 3 très grands de la guerre froide aussi, mais qui a aussi influencé après la guerre froide, Zbigniew Brzezinski, d'origine polonaise, l'homme qui a donné l'idée à Carter, et ça a été repris par Reagan, d'aider des islamistes djihadistes en Afghanistan contre les Américains, l'homme qui déjà dans les années 90 avait fait des notes au président au pluriel, en service dans les années 90 et début des années 2000, il disait il faut absolument détacher l'Ukraine de la Russie, car sans l'Ukraine, la Russie n'est pas un empire. Il l'explique dans Le Grand Échiquier, 1997, en France, l'édition française préfacée par Chalian, mais il le disait déjà dans les années, fin des années 90 et fin des années 2000, c'était son obsession. On peut pas l'accuser d'être pro-russe. Il est d'origine polonaise, il est russophobe, il a toujours tout fait pour essayer de faire perdre à la Russie soit le contrôle de l'Asie centrale, soit le contrôle de l'Ukraine et de la Géorgie, eh bien même lui, le plus dur des stratèges anti-russes, qu'on a même souvent qualifié de russophobe, la fameuse doctrine Brzezinski, même lui, à la fin de sa vie, dans les années 2000, il a dit « Attention, il ne faudrait pas que notre volonté de séparer la Russie de l'Ukraine débouche sur une Russie qui se jette dans les bras d'une Chine qui elle-même va pouvoir s'équiper militairement et vice-versa, et qui vont créer une alliance parce que la doctrine Brzezinski, finalement, parfois, elle converge avec celle de Kissinger. Le triangle kissingerien, c'est le suivant. Ne jamais laisser la Russie trop collée ou à l'Allemagne, ou trop collée ou à la Chine. Il ne faut pas que la Russie soit capable de s'allier dans une alliance anti-hégémonique, expression de Brzezinski, mais que Kissinger pourrait faire sienne. Il ne faut pas que la Russie soit collée à la Chine, et pour d'autres, même pas collée non plus à l'Allemagne. Il faut que la Russie soit isolée des deux. Mais il faut soit détacher dans le triangle kissingerien, soit détacher la Chine de la Russie, ce que Kissinger et Nixon et De Gaulle ont fait pendant la guerre froide au début des années 70, quand ils ont réussi à se réconcilier avec la Chine de Mao pour l'éloigner de la Russie. En échange, on a reconnu que Taïwan faisait partie de la Chine indirectement, puisqu'on a dit qu'il y a une seule Chine, et on a retiré toutes nos ambassades à Taïwan, ce qui fait qu'aujourd'hui, de facto, ne reconnaissant plus Taïwan, n'ayant plus aucun ambassadeur à Taïwan, l'Occident a de facto reconnu une seule Chine. Et d'ailleurs, à l'ONU, il y a une seule Chine, celle de Pékin. Dans ce contexte, on avait tout fait pour détacher la Chine de la Russie. Aujourd'hui, les deux étant collés, tout devrait être fait, soit pour se mettre la Chine avec nous contre la Russie, soit se mettre la Russie avec nous contre la Chine. Et comme la Chine, entre-temps, est devenue beaucoup plus puissante et géoéconomiquement que la Russie, aujourd'hui, le calcul de, y compris Brzezinski à la fin de sa vie, était de dire « on a peut-être fait une erreur », il l'a dit peu avant de mourir, alors qu'il avait écrit le contraire toute sa vie, il avait toujours dit que la Russie était l'ennemi principal. Vers la fin de sa vie, il a dit « la plus grande erreur, ce serait peut-être que notre stratégie ait débouché sur une alliance russo-chinoise renforcée, qui, elle, sera encore plus dommageable, puisque la Chine est le pays le plus capable de doubler les États-Unis en tant que numéro 1 dans ce qu'on appelle tous les domaines de la puissance. Innovation, technologie, armée, démographie, superficie, PIB et peut-être pas soft power, mais tous les critères de la puissance lourde aujourd'hui, y compris l'innovation la plus poussée, et on le voit avec les dernières puces que viennent de lancer les Chinois, qui bientôt vont concurrencer les puces de Taïwan. On voit bien que la Chine peut concurrencer les Américains dans tous les domaines de la puissance. Donc voilà, moi, plutôt que déclin, je parlerai de choc, de désamour et de rupture radicale de la Russie envers l'Occident.